Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous réserve une foire aux questions. Je fais ce genre de vidéo habituellement en début d'année, histoire de... Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. Donc sur Instagram, vous avez pu me poser vos questions, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais essayer de pas trop m'attarder, mais vous avez l'habitude, je parle beaucoup trop et trop longtemps. Donc ça risque d'être une longue vidéo, vous le voyez au timer. Bref, mettez-vous à l'aise. Trois parties plus ou moins dans cette vidéo. D'abord le côté questions plutôt professionnel, puis le côté un peu booktube, livre, lecture, puis le côté un peu plus tout le reste en fait. La première catégorie de questions, donc ça touche tout ce qui est plus lié à mon métier. Il y a notamment eu des questions qui se complétaient un petit peu, donc je vais les mettre ensemble. Notamment le travailles-tu à temps plein et comment se passe ton travail? Donc pour ceux qui se posent la question, j'ai changé de métier, de métier en avril 2020. Et puis l'autre question qui pour moi peut coïncider un petit peu, c'était quelles sont tes missions en tant qu'assistante commerciale? Alors aujourd'hui je suis assistante commerciale en diffusion chez Interforum, qui est donc une société de diffusion de livres en Suisse, également en France, en Belgique et au Québec. Mais moi je suis sur le territoire suisse, bien sûr. Donc pour ce qui est de la partie diffusion, Interforum, Suisse, etc., oui, promis, je vous réserve une vidéo avec ma directrice pour cette année, j'espère pouvoir la faire. Mais comme ça, je vous expliquerai vraiment le concept d'un diffuseur, ce qu'est un distributeur, les liens qu'on a avec les librairies, etc. Je vais essayer de pas trop m'attarder, mais je me connais, je sais que je vais partir dans des détails qui ne sont pas spécialement importants là, maintenant, tout de suite. Mais déjà, première question, donc est-ce que je travaille à temps plein ? Non, je ne travaille pas à temps plein. Un temps plein en Suisse, c'est environ entre 40 et 42 heures par semaine, même 45 pour certains. Moi de mon côté, ça fait depuis la naissance à Alice que j'ai pas fait un temps plein. Avant j'étais en temps plein quand j'étais pas encore maman. Et puis finalement après coup j'y ai pris goût au temps partiel parce que je l'ai fait un tout petit peu au moment, juste avant de tomber enceinte et un peu au moment de ma grossesse où j'ai fait un petit peu de temps partiel mais très peu finalement. Et c'était vraiment un système horaire qui me plaisait bien. Donc du coup j'ai voulu garder ça. Même après coup, même si j'avais pas eu d'enfant, je pense que je serais restée à temps partiel et j'aurais pas repris un temps plein. Après coup, quand Alice est née, ça me semblait évident que j'allais pas reprendre un temps plein, déjà parce que moi personnellement j'en avais pas envie, de deux parce qu'on pouvait se le permettre, hein, qu'on ait chacun un temps partiel, donc on a décidé de fonctionner comme ça. Et en même temps, je vous avoue que c'est très agréable de ne pas travailler toute la semaine à 40-42 heures. Donc moi j'ai pas non plus un temps partiel de dingue, je fais un 80%, ce qui en termes d'heures représente entre 32 et 32 heures par semaine. Voilà, mais du coup ça me permet d'avoir un jour de congé en plus, donc je travaille le lundi, mardi, mercredi, vendredi, et j'ai congé les jeudis, samedi, dimanche. Mais même quand j'étais en librairie et que j'étais à 80%, donc là aussi 32-33 heures, je travaillais le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et j'avais congé les dimanches, lundi, mardi. Voilà, donc alors aujourd'hui pourquoi le jeudi en jour de congé dans la semaine? Parce que c'était plus arrangeant pour nous dans notre organisation entre Vincent, Alice et moi en fait, bêtement. Et donc ensuite, comment se passe ton travail et quelles sont tes missions en tant qu'assistante commerciale? Mes missions, elles sont assez diverses et variées au final. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est communication, donc newsletter, réseaux sociaux, le site internet. Je m'occupe aussi de tout ce qui est relationnel client-éditeur, c'est-à-dire libraire-éditeur. Je sais pas si par exemple une librairie a besoin de certains matériaux, ben, je vais voir avec les éditeurs pour les leur fournir. Je vais m'occuper aussi typiquement des relations entre salon et éditeur, si un salon du livre ou le livre sur les quais, ce genre d'événements littéraires vont nous contacter pour que nous on contacte les éditeurs pour qu'ensuite eux se mettent en relation, les deux en fait si vous voulez. De quoi je vais m'occuper d'autre? Je vais avoir une partie un petit peu représentante, mais très légère. Donc en diffusion, on a des représentants ou des représentantes qui eux vont vraiment sur le terrain, vont dans les librairies, dans les points de vente, ont un groupe d'éditeurs. Nous chez Interforum, on représente à peu près entre 200 et 250 éditeurs francophones sur le territoire suisse. Roman mais suisse. Et donc tous ces éditeurs sont partagés entre mes collègues représentants et représentantes qui vont en avoir chacun tant qu'ils vont représenter auprès des libraires et des points de vente. Donc eux ensuite ils prennent toutes les nouveautés, ils mettent ça dans des bons de commande, dans des fichiers de présentation, ils vont sur place dans les librairies et ils vont présenter, argumenter les futures nouveautés du mieux qu'ils peuvent, du mieux possible pour que les libraires prennent, en fait précommandent ces livres-là pour le jour de leur sortie. Moi je vais faire un petit peu pareil mais vraiment à plus petite échelle pour tout ce qui est grande surface.
Donc je vais aller voir le distributeur qui lui s'occupe de gérer les quantités de livres, donc eux ils reçoivent les livres, ils gèrent les commandes, ils envoient les livres aux différents points de vente, aux libraires, aux grandes surfaces, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, ça peut être des musées, ça peut être pour des expos, pour... Bref, n'importe quel endroit où on peut vendre du livre, on va essayer de mettre du livre. Ça va être un peu notre esprit commercial, c'est de se dire, si on a un magasin bio ou un magasin zéro déchet, on peut leur proposer des livres qui vont dans ce sens-là. Et pas uniquement se dire, on va mettre des livres que en librairie. Voilà, c'est aussi un peu le... Voilà, nous on a envie que le livre soit accessible, donc on va en mettre là aussi où les gens vont, et pas uniquement là où on est censé vendre des livres. Donc pas que en librairie. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais promis, il y aura plus de détails dans la vidéo qui sera consacrée à ce métier. Donc nous, on s'occupe pas du tout de la partie logistique, de la partie commande, de la partie gérer les stocks. Hein. On n'a pas de stock, nous, d'ailleurs, chez nous. On fait vraiment uniquement de la diffusion. On s'assure que les livres de nos éditeurs soient bien présents, plus ou moins partout où c'est possible d'être présents. Voilà, grosso modo pour résumer. Moi, ce que je fais, c'est que je prends contact avec la personne qui s'occupe des achats livres en grande surface, notamment Coop et Migros. Je contacte cette personne qui est à l'office du livre, donc en distribution, et on va voir ensemble quels sont les livres qui pourraient l'intéresser à mettre dans les grandes surfaces. Donc c'est pas tout à fait le même job que représentant, parce que du coup, moi je gère tous les éditeurs en une fois, mais plutôt que de présenter pratiquement tous les titres d'une maison d'édition, ben, je vais beaucoup plus affiner le programme et lui présenter uniquement des titres qui pourraient clairement rentrer dans les gammes de livres qu'elle peut prendre pour les grandes surfaces. Voilà, ça c'est un des gros morceaux dont je dois m'occuper très régulièrement, vu que des nouveautés il y en a tous les mois, toutes les semaines. Du coup c'est ce qui me prend un peu le plus de temps, gérer les opérations commerciales, proposer les PLV, etc. C'est beaucoup en fait de petites cuisines, de tableaux à remplir, de renvoyer en France. En France, on reçoit les infos. Et en fait, finalement, mon collègue et moi, au bureau, on est assez dépendants des mails qu'on va recevoir. En fait, ça peut être des demandes de la part de libraires, ça peut être des infos de la part des maisons d'édition ou d'Interforum France qui vont nous demander ensuite de relayer ça auprès des points de vente en Suisse, savoir combien, je sais pas combien d'exemplaires on a besoin d'un tel titre, grosso modo, à notre avis, pour une première estimation. Ça peut être très très varié. Tout d'un coup, ma directrice, elle peut avoir des choses à me donner très ponctuellement, que j'aurais peut-être pas l'habitude de faire en général, mais là, elle, ça peut la décharger, donc elle va me transmettre ça. Donc des fois, il y a des missions un peu ponctuelles qui arrivent, mais sinon, en règle générale, je m'occupe des choses dont je viens de vous parler. Voilà, donc opération commerciale, gérer les relations salon, libraire, éditeur, gérer les nouveautés en grande surface, et les réseaux sociaux, l'infolettre, la communication digitale. Voilà, plus ou moins, je crois que j'ai tout dit. Mais promis, il y aura plus de détails dans la vidéo consacrée à ce métier. Le monde littéraire, professionnellement parlant, est-il accessible aux personnes n'ayant pas un cursus littéraire? Alors, je n'ai pas de bonne ou de mauvaise réponse à donner, je pense, par rapport à ça. Ça va dépendre des gens sur qui on tombe et dans quel domaine on veut aller, parce que le livre c'est un très grand domaine, on peut travailler dans plein d'endroits différents, en édition, en diffusion, distribution comme moi maintenant, en librairie, en bibliothèque. Je peux pas parler du point de vue des bibliothèques vu que chez nous en Suisse c'est vraiment deux cursus différents, c'est deux apprentissages différents. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe chez eux, ni comment ils recrutent, ni comment... Voilà. Je peux vraiment parler plus ou moins que du point de vue de libraire. Je pense que tu peux, c'est possible, j'en ai déjà vu en fait, voilà, bêtement, tout simplement, mais ça va dépendre des périodes peut-être, tout simplement. Il y a des fois où on peut avoir de la chance, postuler, trouver un job dans une librairie ou dans une maison d'édition. Bon, l'édition je connais assez peu, du coup je peux pas, voilà. Mais on peut trouver un job à ce moment-là avec ça, mais peut-être que si tu avais essayé 2 semaines avant, 2 semaines après, ça aurait pas joué parce que quelqu'un qui a un cursus littéraire aurait aussi postulé pour la place et le gérant ou la gérante aura préféré donner le poste à quelqu'un qui a un cursus littéraire. Ça c'est possible, voilà. Mais des fois il faut y aller au culot, il faut réessayer plusieurs fois. Des fois on peut tomber tout simplement sur des gérants ou des gérantes à qui ça ne dérange pas d'apprendre complètement le métier à quelqu'un qui ne le connaît pas, mais qui est passionné par la lecture, par exemple. Et puis il y a d'autres personnes, d'autres gérants et gérantes qui, eux, seront un peu plus embêtés, auront peut-être moins la patience d'apprendre vraiment depuis zéro à quelqu'un comment ça se passe dans le monde du livre. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre arriver dans une nouvelle librairie mais être libraire, où en gros tu connais ton métier, tu dois juste apprendre
le nouveau système, le nouveau logiciel de la librairie que tu connais pas parce que c'est pas le même selon la librairie d'où tu viens, mais le fond même de ton métier tu le connais, plutôt que débarquer complètement, ne pas connaître vraiment le métier, ne pas, je sais pas, tous les roulements de stock, tu vois, tu connais pas les délais, tu connais pas les différents distributeurs, diffuseurs, donc quand t'as une info à demander, tu sais pas à qui demander. Je l'ai vu en librairie quand t'as des nouvelles personnes à former, c'est compliqué de leur expliquer ça quand toi ça fait des années que t'es dedans et qu'en fait tu sais pertinemment tel livre tu vas demander chez telle personne, tu connais le nom de tous les représentants. Alors c'est des choses qui se font avec le temps. Mais d'un côté, est-ce que tu préfères pas, en tant que gérant ou gérante, apprendre ça à un apprenti qui ensuite va faire son papier et qui du coup aura un papier de libraire, plutôt qu'à quelqu'un qui a déjà une expérience professionnelle mais qui doit en fait un peu des fois désapprendre ce qu'elle avait déjà appris pour réapprendre de nouveau. Je sais pas. Mais donc ma réponse est assez floue finalement parce que je pense pas que y ait une vraie réponse. Tu vois, tout de bloc comme ça. Je pense que ça va dépendre des périodes et ça va dépendre des gens chez qui tu postules. Mais je pense que c'est possible. Voilà, si je devais donner plus ou moins une vraie réponse, oui, je pense que c'est possible. J'aurais pu juste répondre ça, mais voilà. Alors, j'ai reçu une double question. À quoi ressemblaient tes journées type à l'époque où tu travaillais à la Fnac et quelle différence avec une librairie traditionnelle? Merci pour tes vidéos. Merci beaucoup à toi. Donc en effet, je suis déjà pour moi, alors attention, je suis partie de la Fnac, je suis arrivée à la Fnac en 2011 et je suis partie de la Fnac en 2016. Donc j'ai fait plus ou moins 4 ans et demi. Pour moi, c'est pas la même chose. Déjà, une Fnac n'est pas une librairie. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, oui, pour certains non, enfin... Voilà, mais pour moi, c'est une surface culturelle, c'est tout aussi bien, mais ce n'est pas une librairie. C'est-à-dire qu'on ne gère pas le livre, le produit physique livre n'est pas géré de la même manière que dans une librairie. Et en termes de librairie, j'ai fait petite librairie indépendante, j'ai fait Fnac, et j'ai fait chaîne de librairie, grande chaîne de librairie en Suisse, Payot, qui se comporte comme une librairie, vraiment, qui n'a pas le même mode de fonctionnement qu'une Fnac, par exemple. Donc les journées type à la Fnac, déjà, c'est pas toi qui vas réceptionner les livres. Après, en termes d'organisation ou autre, je peux bien sûr parler que de la Fnac de Fribourg, parce que j'ai fait que celle-là. Donc est-ce qu'entre-temps ça a changé? Moi, ça va faire 5 ans que je suis partie. Peut-être qu'entre-temps, il y a des choses qui ont évolué. Je n'en sais rien. Je vous parle d'il y a quelques années et de cette Fnac-là. Donc déjà, premièrement, c'est pas toi qui réceptionne les livres. Les livres, ils arrivent dans un camion, hop, ils sont à la logistique. C'est les logisticiens qui finalement réceptionnent les livres comme ils réceptionnent les DVD, les jeux vidéo, les télés, etc. Et ensuite, toi, tu vas chercher les caisses et tu les classes. Techniquement, les caisses sont plus ou moins déjà triées par rayon. Donc jeunesse, BD, LIT, sciences humaines, pratique. Ensuite, moi j'avais cette consigne-là, c'est qu'en général, tu es engagé pour un rayon, et tu dois rester à ton rayon. C'était vraiment très particulier, on était assez peu sur la polyvalence des équipes. Encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais en gros, si tu es au rayon jeunesse, tu restes dans ton rayon jeunesse. Tu ne vas pas voir comment ça se passe dans les autres rayons. Fnac Fribourg, en plus, c'était un petit peu particulier parce que le rayon jeunesse, il est vraiment limite externe du rayon livre. Il est assez éloigné au bout du couloir. Du coup, tu peux pas vraiment voir si tes collègues ils avaient besoin de toi ou pas. Donc je restais à mon rayon et il y avait bien assez à faire dans mon rayon, surtout au rayon jeunesse. Là aussi, par exemple, tu faisais pas d'encaissement. Donc moi, en gros, je m'occupais de mon rayon, je rangeais mes nouveautés, mon fond, mon réassort, je faisais mes mises en avant. Ce qui est bien d'un côté parce que tu as vraiment le temps, tu peux vraiment t'occuper uniquement de ça. T'es assez peu coupé dans ton élan. Quand t'es coupé dans ton élan, c'est par des clients qui ont besoin de conseils, mais après ils vont ailleurs, ils vont à la caisse, ils vont à un autre rayon. Mais d'un autre côté, je trouvais que tu pouvais jamais vraiment trop finaliser la vente. Alors, c'est aussi le cas dans d'autres librairies où tu ne fais pas de caisse, où c'est vraiment des hôtesses de caisse ou des hôtes de caisse qui s'occupent de ça. Mais il y avait quand même la possibilité des fois d'encaisser. Je parle de Payot par exemple, où Payot Fribourg, tu fais de la caisse de temps en temps. Pas à chaque fois, bien sûr, mais ça arrive. Et il y a ce côté, voilà, tu fais le petit emballage cadeau, tout ça, c'est quand même assez chouette. Moi, j'aimais bien aussi faire ça. Mais donc à la Fnac, nope, pas de caisse. Je suis même partie avant qu'il y ait les machines à cartes sur les comptoirs des vendeurs ou des libraires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon de différent? Oui, alors le système. Je trouve que le système interne, le logiciel, tout ça, vous me direz chaque librairie peut avoir le sien, mais je le trouvais très figé, celui de la Fnac. C'est-à-dire que si on ne trouvait pas un livre dans le système, limite on pouvait dire au client, niet, on peut pas commander.
parce que c'est pas intégré dans le système. On avait assez peu de choix au final. Typiquement, on ne voyait pas les représentants, donc quand des nouveaux livres sortaient, limite, j'étais pas au courant et je les voyais arriver le matin dans mes caisses. Ça, c'est arrivé par après et j'avoue que j'aimais pas trop ça, parce que du coup, tu peux pas gérer tes quantités, tu peux pas dire de ce livre-là, je sais que si j'en prends 20, je peux le vendre. Ah non, on m'en a mis que 5. Et tu peux pas changer cette quantité. C'est pas toi qui l'as choisi. Au contraire, d'une librairie où tu vois le représentant, tu peux mettre toi-même ta quantité. Tu peux dire oui, celui-ci, je suis sûre, je peux en vendre 20, et tu vas en commander 20. Voilà, ça pour moi c'était la grosse différence, et j'ai vécu en fait le changement à la Fnac au moment où tu pouvais déterminer de tes commandes nouveautés, tu pouvais toi-même choisir tes quantités, etc. Et le moment où on n'a plus pu, parce qu'on passait tout par la Fnac France, et du coup Fnac Suisse on gérait presque plus rien en fait. Pareil aussi, quand tu vends un livre, il arrive dans ton journal des ventes, comme dans beaucoup de librairies, hein. Ça te permet de voir ce que tu as vendu dans la journée et savoir si tu veux recommander ou pas finalement. Tu peux voir un peu le roulement aussi, te dire tiens, celui-ci en tant de temps j'en ai vendu 3, 5, 10, 1. Combien j'en recommande, tu vois, pour essayer d'anticiper, de te dire bon, si en tant de temps j'en ai vendu 5, ça serait bien que j'en recommande peut-être 10, comme ça j'aurais peut-être un plus gros roulement, ou voilà. Là du coup à la Fnac, c'est à la fois un avantage et un désavantage pour moi, c'est qu'il y avait vraiment des articles de fond, des indispensables, mais ils étaient figés dans ton journal des ventes, c'est-à-dire que si tu ne le commandais pas par toi-même, si de toute façon toi-même tu n'allais pas le commander, la machine allait te le commander automatiquement. Des fois ça peut être pratique parce que tu l'as peut-être pas vu, tu l'as peut-être loupé, enfin voilà, et c'est clair que si t'as pas le Max et Lily tel, ou si t'as pas les Poésies de Rimbaud, c'est pas bien, enfin il faut les avoir, c'est des articles de fond. Donc ça, si ça revient automatiquement, c'est pratique. Mais il y avait d'autres titres où t'étais enfin contente, tu te dis yes, je m'en suis débarrassée, c'est trop bien, et il revient. Parce que il est dans les indispensables, ou je sais plus quel nom ça avait, et du coup la machine elle te l'a recommandé automatiquement sans même que tu aies le choix de le commander ou pas. Voilà, et ça c'est vrai que le côté un peu figé de la machine de la Fnac, ça me déplaisait pas mal. Ouais, c'était vraiment un truc que j'aimais pas trop. Et puis après coup, là aussi, j'ai vécu le changement Fnac rayon jeunesse et Fnac Kids. Donc où vraiment c'est devenu un rayon jeunesse où il y avait tout ce qui concerne la jeunesse dedans, c'est-à-dire que maintenant tu trouves plus que des livres, tu trouves aussi des jeux, des jouets. À l'époque on avait même mis le DVD et les CD, enfin vraiment c'était une mini Fnac pour enfants. Et ça c'était un petit peu... voilà. Et le dernier truc que j'ai toujours détesté à la Fnac, et voilà, mais ça je le savais aussi en même temps quand je suis arrivée à la Fnac, hein. En fait j'ai choisi d'arriver à la Fnac parce que ça me permettait de revenir dans ma région. Idéalement, j'aurais préféré arriver dans une autre librairie, mais bon, là sur le moment c'était le seul poste qui me permettait de revenir dans ma région, donc j'ai pas trop fait de... tu vois, je me suis dit bon, prends ça parce que là ça peut te dépanner et tu pourras chercher autre chose après. Et donc d'entrée, ce qu'on m'a dit, est-ce que ça vous dérange ou pas de vendre la carte Fnac? Voilà. Et le concept de carte Fnac, c'est quelque chose qui arrive un peu plus maintenant en Suisse, mais c'est encore vraiment, voilà, c'est le concept de carte de fidélité payante et tout, c'est pas quelque chose qu'il y avait beaucoup à l'époque, même encore maintenant, voilà, pour moi c'est vraiment un truc qui ne fait pas partie de notre culture en Suisse. Du coup c'était très compliqué pour moi de vendre la carte Fnac en plus de vendre mes livres, voilà, parce que j'avais un très très mauvais taux de vente de cartes. Vous êtes en train de vous dire que je suis en train de vous faire la contre-publicité horrible de la Fnac, mais en fait j'ai eu des superbes années à la Fnac, hein. Je veux dire, j'ai rencontré l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui, j'ai fait de très très belles rencontres à la Fnac, j'ai passé des très bons moments dans l'équipe que j'avais à la Fnac, mais l'entreprise en tant que telle, j'avoue que je l'aime pas trop. Il y avait beaucoup de rendements à avoir, il y avait beaucoup de pourcentages à atteindre. En gros, si tu vendais tant de cartes, t'étais récompensé de tant. C'est un système de travail que j'apprécie pas spécialement, en fait. Voilà, c'est comme ça fait pas partie des choses qui me... Je me dis, yeah, c'est cool de bosser comme ça. Non. Mais voilà, quand je suis arrivée et que j'ai signé le truc, j'étais d'accord avec ça, sur le principe. Voilà, c'est après coup, quand t'es vraiment confronté au truc, tu te dis... c'est peut-être pas... voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas connu dans les autres librairies, en fait. Que ce soit avant ou après Fnac,
c'est pas quelque chose que j'ai vécu, hein. Avoir tout le temps ce côté challenge, faire tant, faire plus, faire machin, faire chose. Oui, connaître le chiffre, oui, se dire « Ah bah tiens, on pourrait faire une meilleure journée que la même journée l'année passée », why not? Voilà en tout cas ce qui, moi, je vois les différences entre Fnac et librairie autre, c'est ces trucs-là, on va dire. Après, niveau conseil client, niveau mise en place, etc., j'avais quand même beaucoup de liberté, on pouvait quand même faire beaucoup de choses. Si tout d'un coup t'avais envie de faire un truc, je sais pas moi, sur le printemps, bah tu faisais ta mise en place sur le printemps, il y avait personne qui allait te dire « Ah mais non, ça va pas, ça rentre pas dans la charte, et tout, machin ». Non, tu fais. Alors du coup, j'enchaîne avec cette question-là. Devenir libraire t'a aidé à vaincre ta timidité? Si oui, est-ce que ça s'est fait vite ou progressivement? J'enchaîne avec celle-ci parce qu'on est encore un peu plus ou moins dans le côté librairie pro et tout. Alors non, ça s'est pas fait vite du tout, même ça s'est fait très lentement. On va dire que je suis libraire depuis que j'ai eu mon diplôme en 2010. Donc de 2010 à, je dirais, 2014-2015, la timidité et moi, sur le lieu professionnel, ça a été un peu compliqué. Où en gros, j'avais des remarques de la part de mes managers qui me disaient clairement « On ne comprend pas pourquoi... Quand tu es avec tes collègues, tu es rayonnante, hyper solaire, hyper ouverte, etc. Mais quand tu es avec les clients, c'est genre... Je me refermais complètement et j'ai eu besoin qu'on me le dise vraiment comme ça pour me dire « Ok, joue un rôle. » Pas joue un rôle faux hein, ou un truc du style, mais genre quand t'arrives à la librairie, mets ta cape de libraire en fait. Et du coup, j'étais plus juste... Margot, la fille un peu timide, mais qui est bien que avec ses amis, j'étais Margot la libraire. Et Margot la libraire, elle avait pas de problème à faire des petits traits d'humour, à passer des coups de téléphone, enfin toutes ces petites choses en fait. Et petit à petit, je suis devenue, je pense, hein, c'est comme ça que je me vois, après c'est peut-être pas le cas, mais voilà, je suis devenue la libraire que j'aurais voulu avoir en face de moi si j'étais cliente. Voilà. Mais ça, je l'ai fait vraiment, mais ça a pris du temps. Voilà. Même mine de rien, Booktube, faire des vidéos et tout, ça m'a aussi aidé à ça. Voilà. Donc petit à petit, c'est comme apprendre finalement au début, t'arrives en librairie, t'as l'impression que tu connais rien, tu connais pas d'auteur, t'as tout le temps besoin de l'ordinateur pour savoir qui a écrit quoi, qui est-ce qu'on n'a pas ou autre. Et petit à petit, tu connais ton stock, tu connais les auteurs, tu connais les titres, t'as des références de plus en plus, donc tu te construis ton bagage de libraire, en gros. Pour moi, la timidité à vaincre, ça a été un peu ça. Parce que dans la vie privée, je suis encore très timide quand je connais pas ou autre. Donc, progressivement. Mais courage, ça se fait au bout d'un moment. Ça vient aussi, je pense que plus tu as de connaissances, plus tu es à l'aise avec tes connaissances, avec ta façon de parler des livres, de conseiller les clients, moins tu deviens timide. Parce que tu as aussi plus confiance en ta façon d'être libraire. Et je pense que ça joue. Donc je switch vers la partie lecture, Booktube, etc. Partages-tu beaucoup de moments lecture avec Alice pour lui transmettre ta passion? Oui, beaucoup, enfin ça dépend des jours, mais on va avoir de toute façon minimum 2 histoires dans notre planning, les histoires du dodo en quelque sorte. Et là du coup on prend vraiment le temps de raconter nos petites histoires. Des fois dans la journée, il n'y a pas plus que ces 2-là, et puis d'autres jours où tout d'un coup on va vider limite toute sa bibliothèque. Non, quand même pas, on peut pas, mais... Voilà, on va faire vraiment un gros choix de livres et on va en lire 4, 5, 6, 10. Et voilà, j'espère qu'elle gardera cette envie de regarder et de lire des livres. À quand une vidéo sur la bibliothèque de ton homme? Je pense jamais. Déjà, honnêtement, c'est un bordel sans nom. Et deuxièmement, je serais incapable de vous la présenter en fait, parce que... c'est son univers, c'est son monde, et je sais pas, on n'en a pas parlé en fait, de savoir s'il avait envie un jour de vous les présenter, ses livres à lui. Peut-être, il faudrait que je lui en parle, mais c'est pas prévu. Qu'est-ce qui te manque dans le Booktube d'il y a plus de 4 ans et ce qu'il y a de mieux maintenant? Je sais pas, j'ai réfléchi un peu à cette question et je sais pas vraiment ce qui me manque dans le Booktube d'il y a 4 ans. C'est clair que de retomber sur un In My Mailbox ou sur un C'est lundi que lisez-vous ou bien un update lecture, c'est un peu comme une Madeleine de Proust, c'est un peu nostalgique. Mais d'un côté, je crois que je préfère le Booktube de maintenant, parce que je trouve qu'il a plus de liberté, moins de carcan, à se dire « il faut que je fasse tel type de rendez-vous, il faut que je mette... si je veux faire une vidéo particulière, il faut que je lui crée un concept. Et une fois que j'aurai ce concept, ça veut dire qu'il faut que je fasse plus de vidéos dans ce concept-là. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on fait plus nos vidéos juste pour faire nos vidéos. Voilà, si on a juste envie de parler d'un truc, d'un sujet par rapport au livre, etc., on va juste le faire.
point. Que ça rentre dans une catégorie de vidéo ou pas, qu'on ait une émission ou un rendez-vous pour ce genre de vidéo ou pas. Je trouve qu'il y a plus de laisser aller, il y a plus... oui, il y a moins de prise de tête, en fait, à se dire « Purée, il faut que je fasse une vidéo qui rentre dans tel truc, machin, machin. » Je sais pas, peut-être que c'est que moi qui vois ça, hein, mais j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, les gens qui font des vidéos sur Booktube parlent juste de ce qu'ils ont envie de parler, voilà, sans se dire il faut que ça rentre dans telle catégorie. Et je crois que ça me plaît. Comment trouves-tu tes livres? Je ne parle pas d'acheter ou emprunter, mais trouver des titres que tu aimes. Alors ça, je te dirais que c'est à force de. Parce qu'au début, bah, tu lis parce que tu es attiré par un résumé, ou par l'histoire, ou par l'avis que tu as entendu. Mais je pense qu'à force, tu sais un peu ce que tu aimes. Et il y a des choses vers lesquelles tu vas automatiquement aller quand tu te trouves en librairie ou en bibliothèque, parce que je sais pas, il y a un nom, tu connais l'auteur, tu sais que ce genre d'histoire-là, ou tu sais que cette maison d'édition, elle fait des livres plutôt dans ce goût-là, et que en général tu aimes bien. Donc à force de, ben voilà, encore une fois, je sais que je dis les chiffres très souvent, mais oui, ça fait 13 ans, 14 ans bientôt que je suis dans le monde du livre, donc au bout d'un moment, tu sais, c'est des choses, elles commencent à rentrer et tu sais, en fait, ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas. Et puis pour les choisir ou pour les trouver, ben moi qui bosse dans le domaine, ben je les ai un peu tout le temps sous les yeux, quoi. Donc forcément c'est facile en fait pour moi de trouver des titres. Après j'aime bien aussi aller flâner, maintenant je suis plus en librairie par exemple, mais je prends de nouveau beaucoup de plaisir, quand elles sont ouvertes, à aller flâner en librairie. Voilà, à juste aller me poser, prendre une pile de livres, feuilleter, lire les résumés, me poser un moment, regarder un peu, enfin voilà, puis au bout d'un moment je sais aussi qu'est-ce que j'aime, quel style j'aime, quelle maison d'édition j'aime, quels auteurs ou autrices j'aime. C'est vrai qu'avec le temps, je pense qu'on se connaît aussi un peu mieux et du coup, on a plus de facilité à trouver des livres qui peuvent nous plaire. Comment arrives-tu à gérer ton temps pour lire? Alors j'ai fait plus ou moins une vidéo là-dessus, j'en ai parlé aussi sur le blog. Mon temps pour lire, je vais le caser quand je peux. Mais je lis principalement le soir, parce que c'est là où j'ai le plus le temps et la paix aussi. En journée, je peux lire quand tout d'un coup ma fille a décidé de me laisser le temps de lire, quand je ne travaille pas. Mais ça peut être tout d'un coup 1 heure, comme ça peut être tout d'un coup 5 minutes, quoi. Donc voilà, faut que je prenne ça en considération. Mais je lis en tout cas 1 heure à 1 heure et demie tous les soirs, juste le moment pour moi, voilà. Ça va être le moment avant qu'on regarde un film, Vincent et moi par exemple, et puis le moment avant d'aller se coucher. Moi je suis incapable de juste me poser dans le lit et dormir. Il faut que je lise. Parce que vraiment lire, ça m'aide à m'endormir et ça me permet de... tu sais, petit à petit, tu fais baisser la pression, tu calmes ton souffle, inconsciemment, tout ça. Et tout d'un coup, au moment où je vois que les lignes, elles se croisent, je pose le marque-page, je pose la tête sur l'oreiller et je m'endors direct. Mais voilà, le temps pour lire, pour moi, c'est un truc qui va revenir. J'en ai pas énormément aujourd'hui quand je pense, mais je me fais vraiment pas de soucis. Je sais que ça reviendra. J'ai l'impression que tu ne lis plus trop de romans jeunesse, young adulte ou de la fantasy. Tu t'en es lassé. Oui et non. Je peux pas dire que je m'en suis complètement lassée, parce que j'aime bien y revenir de temps en temps, mais clairement, il y a d'autres choses aussi qui me font envie. Et déjà, j'ai beaucoup de peine à lire que un genre de livre ou un public de livre. Il faut que je change. Si je lis un thriller, juste après, je vais lire une romance. Ou, enfin voilà, je prends vraiment 2 extrêmes, mais j'aime bien ça. J'aime énormément varier mes lectures. Et aussi, au bout d'un moment, je pense que dans le young adulte, j'en lisais beaucoup parce que je gérais un rayon jeunesse-ado. Donc pas forcément, tu vois les nouveautés, tu dois les lire, enfin c'est mieux de les lire pour pouvoir ensuite les conseiller. Et puis après, j'ai été dans un rayon littérature adulte. Donc si je continuais à lire des romans jeunesse-ado, ben je pouvais pas trop conseiller les nouveautés en littérature, ce qui est quand même un petit peu problématique. Et puis aussi, avec le temps, ben tu grandis, t'as peut-être envie d'autre chose. Et puis, mais ça m'empêche pas d'y revenir, c'est juste que j'en lis moins. Voilà. Et que je lis du coup un peu plus d'autres choses. Voilà. Mais c'est comme tout dans la vie. C'est pas parce que t'aimes les yogourts au citron, je prends un exemple, que tu vas manger tous les jours de ta vie des yogourts au citron. Peut-être qu'un jour t'auras envie de manger des yogourts à autre chose. Oui, vous avez vu, j'aime bien faire des parallèles avec la nourriture quand même. Hein. Le gâteau au chocolat, tout ça. Pourquoi être passé d'un contenu principalement livresque à un contenu plus lifestyle? Alors ça s'est fait complètement inconsciemment. Mais au bout d'un moment, c'était soit je restais sur un contenu exclusivement livre, et du coup je sortais, je pense, une dizaine de vidéos par année, max. Soit je me disais, bon, mélange un petit peu d'autres choses, parce que t'en as envie déjà. Oui, le livre fait partie intégrante de ma vie à bien des niveaux, mais pas que. Donc, est-ce que c'était vraiment une question que je me suis posée en mode genre, bon, est-ce que je le fais ou pas?
Pas spécialement. Je me suis juste dit, vas-y. Vas-y parce que tu le sens, parce que j'ai envie, parce que y a pas que les livres dans la vie. Et quand il y a les livres, il y a d'autres choses aussi. Ça s'est fait progressivement en fait. Voilà. Oui, il y a eu les tranches de vie, mais au départ, il y avait quand même déjà les renardistes qui sont là quand même depuis de nombreuses années. Donc tu vois, finalement, ça s'est vraiment mélangé un petit peu. Et je trouve qu'au contraire, le livre se mélange très 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 bien avec le lifestyle parce qu'en fait, il y a des livres sur absolument tous les sujets. Voilà. Donc tu peux parler de n'importe quoi et y inclure du livre. Ça marche pour tout. Je crois que j'ai fait le tour des questions livres, booktube, etc. On va passer au côté un peu plus divers et variés. Et si d'un coup je vois que j'en ai loupé une, je la remettrai dedans. C'est quoi ta recette miracle quand tu sens des angoisses arriver? Alors, je n'ai pas de recette miracle, vraiment. Ça peut être varié. Soit je vais me rouler en boule, pleurer et me dire, il faut que ça sorte, bêtement. En fait, juste laisse sortir le trop-plein, laisse sortir l'angoisse, laisse tout sortir. Parce que si tu gardes tout au fond de toi, ça va te consumer, et c'est pas bien non plus. Donc ça, soit je me laisse complètement vider en fait. Je me déconnecte, je me coupe, je regarde que des trucs réconfortants, tout fluffy, tout shabada, bref, voilà, donc je vais me mettre, je sais pas, Friends, Gilmore Girls, n'importe en fait, un truc qui me fait vraiment du bien. Et puis ce qui marche bien aussi pour moi, c'est en parler. Voilà, quand je dis tout laisser sortir, c'est aussi tout laisser sortir avec quelqu'un, quoi, par exemple. Et par contre, je vais quand même préciser à la personne, en général Vincent, que là ça va pas, et que j'ai pas besoin d'une leçon de morale ou un truc du style genre mais si, tu verras, tout va bien, machin, machin. J'ai juste besoin de quelqu'un qui acquiesce et qui va dans mon sens. Voilà, des fois on a besoin de ça. Et du coup, je lui dis, écoute, ça va pas, il faut juste que tu sois d'accord avec moi. Même si de base, il serait pas d'accord avec moi, là, au moment précis, j'ai besoin que cette personne soit d'accord avec moi et qu'on aille dans mon sens et pas qu'on rajoute une couche en me faisant culpabiliser ou que sais-je, de moi-même être angoissée et ça vaut pas la peine. C'est, voilà, j'ai juste besoin qu'on me dise, ah ouais, t'as raison, ah c'est chiant, oh non, mais je comprends ma pauvre, oh gna 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 gna, voilà. J'ai besoin qu'on râle un peu avec moi, en fait, voilà. Ou qu'on angoisse, pas qu'on angoisse avec moi, mais qu'on comprenne mon angoisse, en fait, voilà. Et pas qu'on essaie de la combattre. Voilà, ça peut aider. Mais du coup, je préviens la personne avant quand même pour qu'elle soit dans mon sens. Quelles intentions as-tu posées pour cette nouvelle année? Alors, j'ai posé mes intentions au début de mon nouveau journal intime. Voilà, j'avais très envie de commencer un nouveau carnet. J'avais pas du tout fini le précédent. Donc oui, je vous l'ai mis dans la petite vidéo sans parole, juste avec de la musique, de début d'année. Donc depuis mes 12 ans, je tiens un journal intime. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années. Si elle vous intéresse, elle est toujours en ligne. Au départ, j'avais commencé à écrire parce que je trouvais que ça faisait comme dans les films ou comme dans les séries. Tu vois, les jeunes filles qui disaient « cher journal ». Et d'ailleurs, mon journal, au début, à 12 ans, il commençait comme ça « cher journal, cher journal ». Et puis après, j'ai arrêté d'écrire « cher journal » parce que j'ai trouvé ça un peu exagéré. Mais j'ai gardé le principe en fait d'écrire des choses et des fois j'aime bien y retourner, pas tout le temps, parce que il n'y a pas toujours des trucs très très fun dedans, mais enfin ça fait partie du journal hein, où tu écris, en général quand ça va pas, tu écris dedans. Et puis là j'ai aussi commencé un peu à reprendre le concept d'écrire même quand il n'y a rien de spécial à raconter, parce que je me suis rendu compte en relisant mes anciens journaux que j'aime aussi relire juste des moments de ma vie. Voilà, juste pour garder... Tu sais, je me dis, le jour où j'aurai plus trop toute ma tête, peut-être un jour, me souvenir de certaines choses qui se sont passées dans ma vie, qui peuvent paraître complètement inintéressantes ou insouciantes, ça va me faire du bien peut-être. Donc déjà, j'ai noté mes nouvelles intentions pour cette année au début de ce nouveau carnet. Le précédent aussi, il me plaisait pas trop, je crois, bêtement, voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui m'empêchait d'y revenir, c'est que j'avais pas envie parce que le carnet me plaisait pas, ou que sais-je. Des fois, c'est un détail. Donc j'y ai mis quoi dans ces nouvelles intentions? J'y ai mis être moins connectée pour être plus connectée. Parce que j'ai remarqué qu'en 2020, j'avais déjà un peu inconsciemment commencé à être un peu moins présente. Alors je sais que c'est embêtant pour certaines personnes parce que voilà, je fais beaucoup moins de stories sur Instagram par exemple, mais en parallèle j'ai commencé les tranches de vie. Voilà, qui pour moi en fait est une façon de partager certaines choses avec vous, comme je pouvais le faire avant en stories sur Insta, mais de façon beaucoup plus relaxe. En fait, pour moi, la story Instagram, elle avait ce côté très chronophage, où du moment que je disais quelque chose, il fallait tout de suite que j'aille voir les réactions, et que je réponde tout de suite, et que je fasse des réponses groupées, en fait, pour certaines choses, parce que si t'as oublié de préciser un truc que t'as dit, ou que t'as montré dans la story, il y a 3 stories en arrière, et tu dois tout repréciser, etc. Et
rien que ça, en fait, au bout d'un moment, c'est pas que ça me foutait des angoisses, mais j'avais de moins en moins envie, quoi, en fait. Donc du coup, j'ai eu besoin de cette coupure, typiquement au moment du semi-confinement en mars aussi. Et au moment de commencer les tranches de vie, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus relaxant comme concept, en fait, les tranches de vie, que les stories sur Instagram. Et comme je voulais pas faire doublon entre les tranches de vie et les stories, et que je voulais pas me dire « Attends, mais ça, tu l'as montré en story. Donc du coup, si tu le remontres en tranche de vie, ça fait doublon, machin, machin. » Ben, j'ai un peu décidé d'arrêter les stories sur Insta, en fait. Voilà. Et moi aussi, d'en consommer moins. Parce que je passais ma vie, mon temps libre en tout cas, à activer les stories des gens, parce que je ne supporte pas quand dans mes petits icônes en haut de mon compte Insta, quand j'ai des stories non lues, quoi. Mais ça, c'est un truc aussi que j'ai appris, s'il y a des stories non lues, c'est pas grave, laisse-les en... Voilà, et si au bout de 24 heures, elles s'effacent et que tu n'as pas vu ce que la personne elle a montré ou dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, et c'est comme ça, et puis voilà. Donc pour l'instant, typiquement, Instagram, je l'ai caché dans un dossier. Enfin, je l'ai mis dans un dossier, genre deuxième page sur mon téléphone, pour éviter qu'il soit sur l'accueil de mon téléphone et que ce soit genre l'une des premières applis que j'ouvre quand je vais sur mon téléphone. Voilà, j'ai pas envie de le désinstaller, j'ai pas envie de plus y aller, genre de trop me mettre ce truc du j'enlève et puis j'y vais plus et puis machin. J'ai juste envie que quand j'y vais, c'est vraiment parce que j'ai envie de regarder quelque chose ou de suivre quelque chose, plutôt que d'y aller parce que j'ai rien d'autre à faire. Si, j'ai toujours d'autres choses à faire en fait, c'est ça le truc. Et j'ai pas envie qu'Instagram, je parle surtout d'Instagram parce que j'ai plus Twitter, je vais quasiment jamais sur Facebook. Et voilà, et pour moi YouTube c'est mon réseau, mais c'est... Là aussi, j'y vais que via mon ordinateur, quoi, par exemple, tu vois. C'est pas un truc où je me dis, il est tout le temps là et je suis tout le temps dessus, en train de regarder et tout machin. Donc ça, j'aimerais faire encore un peu plus qu'en 2020 peut-être, mais ça n'empêche pas que je fais toujours des vidéos, que je suis toujours active et que je réponds aux messages qu'on m'envoie et que je réponds aux mails, et enfin quand je peux. Mais voilà, j'ai toujours envie d'être là, mais autrement. Ensuite, j'ai mis comme autre intention de reprendre l'écriture. Alors ça va être typiquement l'écriture dans mon journal, déjà, pour moi, et reprendre aussi l'écriture de divers projets que j'ai, et que j'ai complètement arrêté, que j'ai mis sur stand-by là pour aucune vraie raison en fait. Mais là cette année je me dis, ouais, prends le temps des fois, en fin de journée, de te reconnecter à ça et de poursuivre. Ça peut être une page, un chapitre, 3 phrases, mais essaye, voilà, juste essayer. Je dis pas que j'ai envie de finir un truc cette année, mais j'ai envie d'essayer de m'y remettre un petit peu, de temps en temps. Ben typiquement le fait d'arrêter un peu Instagram, c'est de me dire, plutôt que de prendre ton téléphone pour aller voir Instagram, prends ton livre. Voilà, c'est pas lire plus, parce que je vous l'ai dit avant, lire plus, je vais pas me mettre de pression par rapport à ça, je m'en mets pas déjà de base. Mais quand je veux aller vers ça, me dire plutôt, non, prends ton livre. Voilà, ça c'est une de mes intentions, mais c'est juste pour m'en souvenir, c'est pas forcément un truc où je me dis oh oui, il faut que je m'y tienne et tout machin. Ah oui, ça c'est quand même une intention que j'aimerais bien reprendre, on est le 20 janvier, j'ai toujours pas repris, c'est reprendre un peu le yoga régulièrement. Parce que je sais que ça me fait du bien en fait, c'est pour ça que je l'ai posé comme intention, c'est parce que je sais que ça me fait du bien. C'est pas comme si je voulais absolument reprendre le yoga parce que j'ai envie de me tonifier ou que sais-je, c'est juste que j'ai pu observer le bienfait que ça m'apportait. Et c'est un peu bête de me dire que j'ai pas le temps d'en faire alors que si je veux, je peux en fait. Voilà. Des fois je veux pas, c'est un peu ça aussi. Mais... Comment être bienveillant envers soi? J'ai trouvé que c'était une question adorable parce que c'est pas évident. Je pense que être bienveillant avec soi, il faut arrêter de se comparer aux autres, déjà. Il faut essayer de se poser les questions et de répondre sincèrement pour nous-mêmes. Sans penser aux autres, sans penser aux autres, en fait. Je pense que ça, c'est le premier pas vers la bienveillance envers soi. C'est se voir par son propre regard et être gentil avec soi-même vraiment. Sans se dire, les autres, ils doivent penser ça de moi, ou je dois leur montrer ça de moi, absolument. Je sais pas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, comme ça, sans vraiment réfléchir à la question. C'est accepter ses erreurs, c'est se dire, c'est le droit de se pardonner aussi. C'est d'accepter ses fêlures, quoi. Et moi, je trouve que c'est ça, être bienveillant envers soi. Après, c'est peut-être pas du tout le cas, mais moi, je trouve que ça, c'est important.
Je sais pas du tout si c'est la réponse que tu attendais, mais voilà ce que je peux te dire. Je ne suis pas psy, hein, n'est-ce pas? Donc ce que je peux te raconter, c'est ce que moi je ressens, quoi, en fait. J'ai bien aimé cette question qui sort un petit peu de nulle part. Est-ce que tu as des envies de changement capillaire bizarres des fois? Alors, bizarre, je pense pas. Pour moi, il n'y a pas trop de trucs bizarres niveau capillaire. Mais j'ai toujours rêvé. Et j'ai jamais osé, hein, voilà. Il y a plein de choses que j'ai voulu faire au niveau de mes cheveux et que je n'ai jamais fait. Parce que j'ai toujours trop peur de me dire « Oh là là, ça va prendre du temps à revenir comme avant quand je... » Voilà. J'ai toujours voulu avoir les cheveux bleu canard. Genre une espèce de bleu turquoise. Voilà. Et j'ai très longtemps hésité à me faire un side cut. C'est-à-dire à raser le bord là. Et quand tu mets tes cheveux comme ça, ben, tu vois que c'est rasé. Et si tu les remets dans l'autre sens, ben, on voit plus parce que tu as les autres cheveux par-dessus. Donc voilà, ça c'est les deux choses que j'ai toujours rêvé de faire et que je n'ai jamais fait. Alors la coloration, parce que bah, c'est chiant à entretenir, quoi, en fait, déjà dans un premier temps. Et le side cut, oh, je me suis dit que le jour où je décide de laisser repousser, ça va me saouler, le moment où ça va ressembler à ça ou à ça, et puis que ce sera ingérable et que, enfin, bref, voilà. Mais c'est dit quelque part, peut-être un jour que j'aurai les cheveux bleus. J'ai beaucoup aimé cette question et en même temps, je me dis que ça peut tellement être un sujet de discussion pour les vidéos cachées des renardises, mais j'ai envie de l'aborder un petit peu là. Donc la question c'est quel est ton rapport à ton corps? Le rapport que j'ai avec mon corps aujourd'hui, il va bien. On a un bon rapport, on s'entend bien, parce que, encore une fois, je passe par la bienveillance et je l'accepte. J'ai toujours été quelqu'un d'une nature mince. Voilà, j'ai toujours été... Bah, gamine, j'avais vraiment, tu sais, les jambes, c'était des perches comme ça, quoi, voilà. Et les bras aussi, et des fois, on m'a fait des réflexions en vidéo quand je suis en débardeur, et oui, bah, tu vois mes clavicules qui dépassent, et c'est vrai, mes bras, ils sont très très fins. Donc une fois, oui, j'avais un débardeur, je crois, et il y avait vraiment mes bras qui dépassent, quoi. Enfin, franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu cette réflexion. Mais en gros, on m'avait reproché en me disant « Tes bras, on dirait des bâtons, c'est moche. » Et d'abord, j'allais réagir à ce commentaire, et puis finalement, j'ai rien dit, parce que je me suis dit « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mes bras, quoi. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je mette des faux bras pour qu'ils soient plus grands, pour qu'ils soient plus épais? Je sais pas. » Après, oui, souvent, je mets des pulls ou des t-shirts, tout ce genre de choses qui sont un peu plus larges. C'est surtout parce que je suis à l'aise dedans, en fait, et que j'aime pas être... je suis assez vite mal dans les trucs serrés parce que j'ai l'impression que je peux pas respirer, que je peux pas bouger, que voilà. Donc c'est plus par rapport à ça, c'est pas par envie de cacher que je suis mince, c'est plus l'effet... Je veux être à l'aise. Après, comme beaucoup, quand j'étais ado, ben, ça a été assez compliqué parce que ben, moi, j'ai pas de poitrine, typiquement, mais vraiment, genre, je suis... on va se mettre de profil, là, 2 secondes. Je suis plate, quoi. Je dis souvent, ben, moi, j'ai des œufs au plat, quoi, en fait, à la place d'avoir une poitrine. Mais ça a été compliqué un certain temps, ouais. Parce que je trouvais que c'était pas féminin du tout, je trouvais que c'était... Ouais... C'est clair, je voyais les filles de mon âge qui commençaient vraiment à avoir des seins et tout, puis c'était vraiment... Voilà, c'était joli, elles pouvaient mettre des jolis hauts, des robes, machin, ça rendait bien. Et puis ben, chez moi, c'est les chutes du Niagara, quoi. Il n'y a rien entre les deux, quoi, tu vois, il n'y a rien. Et ça, au début, ça a été un petit peu compliqué, mais aujourd'hui, j'en fais plus cas, en fait, parce que ben, du coup, ça me perturbe pas plus que ça de pas avoir de poitrine, typiquement, parce que c'est comme ça que je suis faite, en fait, et j'ai trouvé d'autres avantages à mon corps ailleurs, tu vois, je veux dire, par exemple, je trouve que j'ai des très belles fesses. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore en rapport avec mon corps? Il y a plein d'autres choses que j'aime pas, des choses que les autres membres de ma famille ou autres vont dire « Ah mais non, mais arrête, c'est trop bien, c'est trop ci, c'est trop ça », et autres, mais on est tous comme ça face à son corps. De toute façon, on voit des choses que les autres ne voient pas, ça c'est obligatoire. Pendant très très longtemps, j'ai détesté mes genoux. Mais c'était genre au point où je mettais pas de robe ou de short parce que je suis vraiment très très pâle. Ça a été un peu des fois des sujets de moquerie. Ma minceur et mon teint tout palichon. Voilà, on dirait que t'es un squelette, tu ressembles à un fil de fer, et tout et tout. Alors c'est sûr, c'est pas très agréable, mais bon, au final, je m'y suis fait, en fait, et puis voilà. Mais c'est vrai que les genoux, très longtemps, j'ai pas aimé parce que, en plus d'être un peu noueux comme ça, et ben, comme je suis très pâle,
bah, ils étaient un peu bleus, quoi. Ils étaient un peu bleu-violet. Et j'avais l'impression, quand je mettais des shorts ou une robe ou une jupe, qu'on voyait 2 taches sombres sur mes jambes, toutes pâles, quoi, en fait. Voilà. Et ça, bah, très longtemps, j'ai pas aimé. Entre-temps, j'ai été enceinte, tu vois. Donc là aussi, tu vois ton corps d'une façon vachement différente. Tu le vois évoluer tellement vite aussi que ça te fait relativiser un petit peu, quoi. Moi, vraiment, ma grossesse aussi, elle m'a permis de voir ça, quoi. Elle m'a permis de voir mon corps d'une façon différente et de me dire non, bien en fait, ça va. Donc je suis pas du meilleur conseil, mais voilà, j'espère que ma réponse aura quand même pu t'aider un petit peu. Bien, voilà pour cette foire aux questions. Merci beaucoup d'y avoir participé, merci énormément d'avoir posé vos questions. Je vais essayer de garder le rythme, hein, et de se dire on en fait une par année. Plus ou moins, voilà. Ça vous permet des fois de poser un peu d'autres questions, des sujets que j'ai peut-être pas trop abordés ou autres, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tout à coup vous avez une autre question et vous dites mince, j'aurais vraiment voulu qu'elle réponde à ça, mettez-la moi en commentaire et si ça rentre dans le genre de questions auxquelles je peux répondre, je vous répondrai avec très grand plaisir. Voilà. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous, passez de très belles lectures et moi je vous dis à une toute prochaine.